Dans 6 mois exactement, les Américains voteront pour les élections de mi-mandat, les midterms. Est-ce qu'un scrutin américain peut vraiment faire bouger les marchés mondiaux? Et dans quel sens? Pour en parler, John Plassard est avec nous en duplex. Bonjour John. Bonjour Marie-Laure. Alors vous êtes responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. John, est-ce qu'il faut voir les élections de mi-mandat américaines comme un simple événement politique américain ou comme un véritable tournant macroéconomique pour les marchés mondiaux? Je pense que c'est bien plus qu'un simple rendez-vous politique parce que, et on l'oublie souvent, mais les États-Unis restent au centre du système financier mondial. Donc toute la planète, qu'on le veuille ou non, et quelles que soient les critiques sur le président Trump, cherche à savoir si Washington va entrer dans une phase de paralysie politique. Bon, on va peut-être en discuter après, mais il faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas parce qu'on a une phase de paralysie politique que c'est la fin du monde. Il y a des choses à exploiter et potentiellement, ce serait une meilleure nouvelle pour les marchés financiers et pourquoi pas pour l'économie mondiale. Alors les sondages semblent aujourd'hui défavorables à Donald Trump et aux républicains. Est-ce que c'est réellement un problème politique ou est-ce que c'est avant tout un problème économique lié à l'inflation et au pouvoir d'achat ? Oui, c'est économique. C'est économique. Il ne faut pas oublier que depuis toujours, beaucoup plus qu'en Europe d'ailleurs, vous avez les électeurs américains qui réagissent très directement au pouvoir d'achat, au prix de l'essence et puis au coût de la vie. Et on a vu que dernièrement, le prix du gallon avait dépassé les 4 dollars en moyenne aux États-Unis. On est à 4,50 hier en moyenne aux États-Unis et on sait que la barre psychologique de ces 4 dollars est très importante parce que les Américains partent un peu moins loin en vacances ou moins, c'est-à-dire décident de rester chez eux. Et ça, c'est très important. On est dans une question sur le détroit d'Ormuz et sur la hausse des prix au plus mauvais moment politique. Et évidemment, si on se réfère à l'histoire, comme j'aime bien faire, les ménages sanctionnent toujours le gouvernement, qu'il soit démocrate ou républicain, à cause d'un manque de pouvoir d'achat, c'est-à-dire à cause d'une inflation qui est trop élevée. On parle souvent de malédiction des midterms aux États-Unis. Et pourquoi est-ce que le parti au pouvoir, historiquement, perd presque toujours des sièges lors de ces élections ? C'est une très bonne question et c'est ce qu'on voit. On a un espèce de système américain qui fonctionne souvent comme un mécanisme de rééquilibrage politique. Si on regarde depuis la Deuxième Guerre mondiale, le parti qui préside, c'est-à-dire en l'occurrence le parti républicain, perd en moyenne environ 26 sièges à la Chambre lors des midterms. Et on a l'impression, historiquement et potentiellement beaucoup plus cette année, que ces midterms ressemblent plus à un vote de correction qu'un vote de validation. C'est-à-dire qu'il y a rarement des cas, à part lorsqu'on a eu les tours du 11 septembre avec le président W. Bush, qui a remporté les élections de mi-mandat, mais c'était quelque chose de très spécifique. Et là, on a l'impression qu'effectivement, à travers le pouvoir d'achat dont on parlait, on pourrait avoir cette sanction qui, somme toute, est totalement historique et normale, entre guillemets. Est-ce que les investisseurs surestiment l'impact politique de ces élections par rapport aux vrais facteurs économiques comme l'inflation, les taux et le pétrole ? Oui, c'est quelque chose d'intéressant parce que on a l'impression, et toujours en se référant à l'histoire, que la réaction boursière, par exemple, elle est beaucoup moins importante qu'on l'imagine. Les bourses, normalement, et on l'a vu dernièrement, réagissent beaucoup plus à des événements géopolitiques, à une inflation qui serait persistante. On se souvient en 2022 à des taux d'intérêt qui montent, à une rentrée potentielle en récession. Donc en fait, on est dans une situation où si Donald Trump devait perdre une ou deux chambres, on aurait surtout plus de volatilité à court terme et puis aussi un sentiment qui pourrait se dégrader parce que c'est plus le pouvoir en place qui peut prendre toutes les décisions, mais c'est pas véritablement un game changer pour les marchés financiers. C'est pas parce que les républicains perdent les deux chambres, par exemple, que le S&P 500 va s'effondrer de 20%. Alors, dans le contexte actuel de tensions au Moyen-Orient, est-ce que le prix du pétrole pourrait devenir le véritable juge de paix de ces élections ? Beaucoup plus que le débat politique traditionnel qu'on va entendre.
Parce que, comme on l'a dit avant, le pétrole, il influence l'essence, l'inflation, les taux d'intérêt et évidemment le moral des Américains. C'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas un autre actif en fait qui a autant de répercussions. On l'a dit en 2022 par exemple, c'était les coûts de l'énergie qui avaient été jugés transitoires par la majeure partie des banques centrales qui avaient fait chuter les marchés parce que la Fed, parce que la BCE avait tardé à monter ses taux d'intérêt. Donc on est vraiment dans une situation où c'est vraiment le pétrole. Et évidemment, alors j'enfonce une porte ouverte, mais évidemment, la durée de la problématique dans le détroit d'Ormuz qui va véritablement être, ce qui va le juge de paix plutôt que des débats politiques qui sont somme toute et souvent assez court terme, je dirais. Alors, si jamais les démocrates reprennent une partie du Congrès en novembre, quelles seraient les conséquences économiques et boursières du retour à un gridlock, c'est-à-dire ce blocage politique à Washington qui pourrait paralyser le budget et la politique fiscale? Ouais. Alors c'est effectivement, c'est ce que redoutent certains investisseurs, mais historiquement toujours, je m'excuse de me référer encore à l'histoire, mais les marchés, ils ne détestent pas forcément un Congrès qui est divisé parce que ça limite les grandes réformes radicales qui peuvent être potentiellement des réformes fiscales. Donc ça pourrait même apporter un peu plus de visibilité réglementaire et fiscale, en tout cas à court terme ou sur l'année et demie qui reste avant qu'on ait les nouveaux débats présidentiels avec les nouveaux programmes des républicains et des démocrates. Bien évidemment, ça pose un problème qui est la gestion de la dette publique, de l'énergie, on en a parlé depuis le début, et puis aussi des dépenses budgétaires parce qu'elles sont historiquement aussi gelées lorsqu'on a une chambre qui est totalement divisée, voire aux mains de l'autre parti et pas celui qui gouverne les États-Unis. Donc en fait, c'est pas dramatique, mais effectivement, ça laisse des questions. C'est pour ça que je parlais de volatilité en fait avant. À votre avis, John, est-ce que Donald Trump peut encore inverser la tendance d'ici novembre et qu'est-ce qui pourrait faire changer les électeurs d'avis? Oui, alors oui, clairement, la réponse est oui, parce que c'est dans 6 mois, vous l'avez dit, les choses changent très vite et les avis, contrairement en France et en Europe, changent aussi très vite aux États-Unis. Alors évidemment, c'est l'inflation qui est le plus important et puis c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on a un taux d'emploi qui tient toujours aux États-Unis parce qu'on est à 4,3%, considéré comme le plein emploi aux États-Unis. Donc ça, il faut absolument que ça tienne pour le gouvernement américain. On a vu que la semaine passée, il y a quelques jours, on a eu des chiffres de l'inflation qui commençaient à remonter, mais c'était attendu par le marché et il faut effectivement que ça s'inverse. Et on a vu que Donald Trump tentait le tout pour le tout de faire baisser les prix en essayant de faire baisser les taxes fédérales, par exemple, sur l'essence aux États-Unis, ou en tentant de faire baisser le prix du bœuf, qui est la première viande consommée par les Américains. Mais ça, c'est très court-termiste. Donc, il faut que l'inflation se stabilise, voire qu'elle baisse, et il ne faut surtout pas que l'emploi progresse et qu'ici, il y ait moins de pouvoir d'achat. Allez, merci beaucoup John. Explication signée John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Bonne journée. Merci, bonne journée.